Ça, c'est la machine française qui va changer l'humanité. La fusion est une énergie bas carbone. Certains ne la connaissent peut-être pas encore, alors qu'elle fait déjà partie du projet scientifique international le plus coûteux à la surface de la Terre actuellement. États-Unis, Russie, Chine, France, tous participent au projet tant il est important. Si l'IA est la révolution majeure du début de notre siècle, celle-ci est la nouvelle technologie dont tout le monde parlera après elle. Le but de ce projet incroyable est clair. Fabriquer une machine capable d'exploiter l'équivalent de la réaction qui produit l'énorme quantité d'énergie du Soleil, la fusion nucléaire, sur Terre. Car en plus d'être incroyablement puissant, le Soleil n'émet pas de gaz à effet de serre. Et on entend déjà les plus optimistes la décrire comme la solution miracle dans le contexte du réchauffement climatique. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi facile. Et c'est pourquoi, de façon absolument exceptionnelle, j'ai obtenu l'autorisation de filmer WEST, l'impressionnant tokamak français. Impressionnant car il a établi le nouveau record mondial de durée d'un plasma de fusion. Et pour comprendre tout ça, c'est totalement inédit sur YouTube, j'ai pu entrer et filmer à l'intérieur du tokamak, là où se situent normalement les plasmas, pour vous créer l'une des vidéos les plus abouties en vulgarisation de ce sujet sur le YouTube français. On va enfin comprendre si toutes ces attentes sur la fusion sont vraiment fondées. Est-ce vraiment l'énergie miracle pour lutter contre l'urgence climatique? Et surtout, à quelle date peut-on estimer l'entrée en service de la première centrale à fusion? L'aventure commence dès maintenant. « 5h du matin. Départ de Toulouse, en direction d'un tokamak expérimental qui réalise des plasmas de fusion nucléaire. Oui, ce n'est vraiment pas tous les jours qu'on peut aller dans un endroit pareil. Mais nous nous dirigeons bel et bien vers Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Cadarache, ici sur la carte. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un site absolument gigantesque et très sécurisé, réputé pour être le plus grand centre de recherche et développement en énergie nucléaire d'Europe. D'ailleurs, l'organisme qui gère ce site s'appelle le CEA. C'est eux qui m'ont autorisé à explorer leur tokamak. Le CEA est un organisme de recherche, créé à l'origine par Charles de Gaulle en 1945, afin de doter la France de l'énergie nucléaire dans les domaines scientifiques, industriels et de la défense nationale. Et on peut dire que ça a été efficace. Dans cette volonté de faire avancer la science, il a été décidé de construire au début des années 80 le tokamak Thor Supra à Cadarache. Thor, pour sa forme, en tube, recourbé sur lui-même, un peu comme un donut finalement. Et Supra pour supraconducteur, nom des bobines qui produisent un champ magnétique qui permet de maintenir des plasmas de fusion sur de longues périodes. Mais ça, on en reparlera plus tard. Doté de son tokamak, cet endroit est devenu l'un des plus avancés au monde en termes de recherche sur la fusion. Et c'est en partie pour cela que le site fut choisi pour y implanter ITER, actuellement en construction, et officiellement le plus grand projet scientifique mondial. Ce projet, ambitieux, réunit 33 pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et la France. ITER veut être le premier tokamak capable de démontrer que l'on peut créer sur Terre un amplificateur d'énergie grâce aux réactions de fusion, c'est-à-dire avoir plus de puissance à la sortie de la machine que celle qu'on apporte pour la faire fonctionner. Condition absolument indispensable pour l'utiliser comme source de production d'électricité rentable dans le futur. Mais le chantier de ce projet titanesque est toujours en cours et ne produira pas de plasma avant au moins 2035. D'ici là, et pour permettre à ce projet de se réaliser, en 2016, notre tokamak français Thor Supra, qui prenait de l'âge, a été totalement modifié pour donner WEST, l'une des machines expérimentales les plus avancées au monde et détentrice actuelle du record de durée d'un plasma de fusion. Et c'est à l'intérieur de ce tokamak qu'on va pénétrer. Mais pour rentrer dans une chambre où habituellement se trouvent des plasmas à 50 millions de degrés, il faut d'abord suivre quelques règles de sécurité obligatoires. Toutes les annexes, on va dire, de l'installation. D'accord. Puis après, donc, ça va être tous les transformateurs qui vont circuler ici. D'ailleurs, je ne voulais pas présenter, mais je suis accompagné de PA,
qui co-réalise les vidéos longues de la chaîne. Il m'accompagnera toute la journée pour filmer aujourd'hui. Le briefing touchant à sa fin, on peut enfin se diriger vers le tokamak. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Enchanté, Julien Guéret. Alors bienvenue au CEA à l'IRFM, qui est l'Institut de recherche sur la fusion magnétique. Bon, là, c'est vrai. Je me rends compte que je ne vous ai toujours pas expliqué un truc. Qu'est-ce que c'est que la fusion nucléaire? Car oui, on va parler un peu de ça dans cette vidéo. La fusion, Réaction de fusion. De fusion, des fusions. La réaction de fusion. Alors, promis, je ne vais pas vous faire un cours de physique très compliqué, mais les explications que je vais vous donner sont importantes pour comprendre pourquoi des milliards d'euros sont en train d'être investis dans cette technologie prometteuse. Vous allez me dire, on utilise déjà du nucléaire en France. Et vous avez raison, mais la réaction utilisée dans les centrales est la fission nucléaire, une technologie bien différente de la fusion. Dans les centrales, il y a de la fission nucléaire, et dans le Soleil, il y a de la fusion nucléaire. Les deux produisent de l'énergie, mais leur processus est totalement l'inverse. Pour comprendre la différence, commençons d'abord par la fission. Vous avez sûrement déjà vu le tableau périodique des éléments. Les éléments chimiques sont classés du plus petit noyau. On part d'en haut à gauche. Le premier est l'hydrogène, qui n'a qu'une seule particule, appelée proton. Vient ensuite l'hélium, 2 protons. Puis le lithium, 3 protons, et ainsi de suite. Plus on descend, et plus les noyaux deviennent gros et lourds. Allez, arrêtons-nous vers le bas du tableau, ici. Cet élément est l'uranium. Je suis sûr que son nom vous dit quelque chose, car c'est un élément beaucoup utilisé dans les centrales à fission actuelles. Là, nous voyons de l'uranium-235, ce qui veut dire que son noyau a 235 particules. Ce sont les petites boules qu'on voit juste ici. Le problème de l'uranium, c'est qu'il est gros et instable, très instable. C'est-à-dire que son noyau peut se casser. Quand l'uranium casse, ça donne de nouveaux noyaux, d'éléments plus petits et légers. Mais surtout, on a de l'énergie excédentaire qui est émise. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on fait la fission de l'uranium. Pour récupérer cette énergie émise sous forme de chaleur, faire tourner des turbines avec et produire de l'électricité dans les centrales. Donc, vous avez compris, la fission, c'est prendre un noyau lourd, le casser pour donner des noyaux plus petits et récupérer l'énergie émise. Eh bien, la fusion nucléaire, c'est tout l'inverse. La fusion, c'est coller entre des noyaux pour créer un élément plus gros. Et cette réaction produit également de l'énergie en trop qu'on peut utiliser. Et je pense que vous n'imaginez pas l'immensité de l'énergie émise. Faire fusionner 1 gramme de combustible de fusion donne autant d'énergie que la combustion de 10 tonnes de charbon. C'est une source d'énergie potentiellement exceptionnelle. Mais en fait, il y a un gros problème. Autant casser un gros noyau en plusieurs, c'est déjà maîtrisé. On le fait tous les jours dans les centrales nucléaires. Mais faire fusionner des noyaux entre eux, c'est normalement impossible dans les conditions terrestres. Car oui, un atome, vous le savez sûrement, c'est un noyau chargé positivement et un électron chargé négativement. Ils forment une seule entité, car plus et moins s'attirent. Sauf que la fusion, on a dit qu'il faut qu'un noyau chargé plus se colle à un autre noyau chargé plus aussi. Mais 2 charges identiques se repoussent. C'est comme les aimants. Lorsque vous approchez 2 pôles identiques d'un aimant, une force de répulsion vous en empêche. Normalement, c'est la fin de l'histoire, et on aurait dû abandonner les recherches. Mais si aujourd'hui, j'ai dû enfiler une charlotte ridicule et un casque de chantier dans un lieu sécurisé, c'est parce que les scientifiques ont trouvé une solution. Même si la force de répulsion est absolument énorme, elle a bien une limite. Si on offre assez d'énergie aux noyaux, au bout d'un moment, ils arriveront à surpasser la répulsion et se coller. Et le Soleil arrive déjà à le faire, grâce à ces conditions extrêmes. Car un super moyen de donner de l'énergie aux noyaux, c'est de leur donner de la chaleur. Dans un objet froid et solide, comme ce bloc, les atomes sont quasiment immobiles. Ils ont très peu d'énergie cinétique. Si on augmente la chaleur du bloc, ces atomes gagnent en énergie cinétique, et on peut le voir devenir liquide.
Si on augmente encore, les atomes gagnent encore plus d'énergie cinétique et la matière devient un gaz. Ça bouge partout, c'est bien, mais c'est toujours loin d'être suffisant en énergie. Il faut continuer à augmenter la température. Continuer, encore et encore. Et au bout d'un moment, la matière va atteindre un 4e état, celui de plasma. Un état où l'énergie cinétique est tellement importante qu'elle arrive à surpasser les répulsions plus et voir des noyaux fusionner. C'est pile ce qui se passe dans le Soleil. Grâce à sa température et à son immense pression, il maintient un état de plasma lui permettant de fusionner l'hydrogène, source de sa chaleur et de sa lumière. Mais la réaction du Soleil n'est pas la plus optimale, et sur Terre, on vise une réaction de fusion bien meilleure. Au lieu de prendre l'hydrogène classique, cette fois on prend ses isotopes. Les isotopes sont des variations d'un élément avec plus ou moins de neutrons, représentés par ces points verts. Et si vous ne savez pas exactement ce qu'est un neutron, sachez que ce n'est pas très important pour la suite, je vous rassure. Pour faire de la fusion, les scientifiques prennent d'abord le deutérium, l'hydrogène avec un neutron. C'est un isotope totalement stable qu'on trouve dans l'eau de mer. Et on prend également le tritium, l'hydrogène avec 2 neutrons. Même s'il n'existe pas à l'état naturel sur Terre, on peut l'obtenir en le fabriquant. La réaction de fusion que l'on obtient est donc la suivante. Un noyau de deutérium fusionne avec un noyau de tritium pour former un noyau d'hélium et émet également de l'énergie portée par un neutron excédentaire. L'énergie obtenue sera ensuite récupérée pour créer de l'électricité. Pour maximiser cette réaction, il faut obtenir des températures de l'ordre de 150 millions de degrés. Oui, c'est très chaud, mais c'est une température réaliste qu'on sait atteindre. D'ailleurs, vous avez remarqué que le seul produit de la réaction est l'hélium, un gaz totalement inerte, qui ne participe pas à l'effet de serre. Et ça intéresse particulièrement les scientifiques. C'est une source d'énergie qui ne produira pas de gaz à effet de serre. En fait, comme l'énergie nucléaire en général, c'est une énergie bas carbone quand elle sera en production. Par contre, il faut évidemment construire les centrales et pour ça, on aura besoin d'apports d'énergie éventuellement carbonée. Mais la fusion est une énergie bas carbone. Mais vous savez bien que la fission des centrales actuelles produit des déchets nucléaires. Et est-ce que ça serait aussi le cas des centrales à fusion ? La réaction de fusion elle-même ne produit pas de déchets nucléaires. Donc la réaction, c'est deutérium plus tritium qui donne hélium plus neutron. Donc l'hélium n'est pas radioactif. C'est de l'hélium tout à fait normal, on peut l'utiliser pour des applications industrielles, il n'y a pas de problème. Pour autant, il y a quand même une gestion d'éléments radioactifs. Déjà au niveau du combustible, même si le deutérium est parfaitement stable, le tritium, lui, est un élément instable et donc radioactif. Mais ce n'est pas un déchet, car il se transforme en hélium stable, ce qui est un super bon point. Pour autant, il existe bien des déchets nucléaires, car cette réaction produit un neutron, qui, en tapant les parois de la machine qui entoure le plasma, va les activer et les rendre radioactives. Donc les déchets qui resteront, ce sera la carcasse finalement de la machine. Et donc là, tout l'enjeu est évidemment de trouver des matériaux dits basse activation qui ne vont pas générer de déchets à vie longue. Donc là, c'est vraiment un des faits marquants de la fusion. Pas de déchets à vie longue produits par les réactions. Et par contre, voilà, la carcasse de la machine à gérer, mais avec des déchets qui ont des durées de vie beaucoup plus courtes. Aussi, je vous vois venir. Mais qu'est-ce qui se passerait en cas d'accident nucléaire dans une centrale à fusion ? Risque-t-on un emballement avec un plasma incontrôlable, voire une explosion comme une bombe nucléaire ? Alors non, c'est vraiment pas la même physique dans une centrale à fusion et dans une bombe H. Il n'y a pas de risque d'explosion du même type. Et un des faits aussi marquants de la fusion magnétique, c'est qu'il n'y a pas de réaction en chaîne. Donc il n'y a pas de danger au niveau de la sécurité lié à une éventuelle réaction en chaîne. Et en fait, les réactions de fusion sont tellement sensibles à toute perturbation que pour un oui, pour un non, la réaction va s'arrêter. Nos principales difficultés pour nous, c'est de maintenir le plasma dans un état stable le plus longtemps possible. Les perturbations peuvent arrêter le plasma très rapidement. Donc du coup, un accident majeur sur une future centrale à fusion, ça arrêterait le fonctionnement de la centrale. Et c'est bien le problème des physiciens d'arriver à maintenir le plasma en état de réaction de fusion sur des temps longs.
Dit simplement, la fusion ne peut pas s'emballer, car, comme on l'a vu, la fusion des atomes est impossible naturellement sur Terre. C'est même là tout le problème des physiciens. Il faut un plasma extrêmement propre, dans un vide quasi spatial, à des températures de l'ordre de 150 millions de degrés. La moindre brèche dans la paroi, c'est la disparition du vide et de la température, et tout s'arrête. Pour résumer, la fusion nucléaire produit énormément d'énergie, sans aucun déchet nucléaire à vie longue, ni de CO2 durant l'exploitation. C'est absolument génial, mais je crois que vous n'avez pas bien compris une chose. Sur Terre, même le métal le plus résistant au monde à la chaleur se met à fondre au-delà des 3500 degrés. Sauf que le plasma, on a dit qu'il doit être à 150 millions de degrés. C'est 50 000 fois plus élevé. Autant le dire de suite, il n'existe sur Terre aucun matériau assez résistant pour cette température. Et il n'en existera même jamais. Mais pourtant, si autant d'argent continue à être investi dans la fusion et qu'on en parle comme une énergie du futur, c'est parce qu'une machine absolument géniale que vous devez connaître a été inventée, les tokamaks. Bienvenue dans le hall de la machine. Donc ici, devant toi, tu as la machine West. Alors oui, vu comme ça, on ne comprend pas grand-chose. Mais vous allez voir, c'est pas si difficile. La machine West est ce qu'on appelle un tokamak. C'est une invention russe, développée à la fin des années 50. Le but des scientifiques russes, confiner un plasma sans qu'il ne touche de parois solides. Car si le plasma touche les parois, elles fondent instantanément. Pour ça, ils ont pris un tube et avec, ils ont eu une idée géniale. Le courber jusqu'à le refermer sur lui-même. Cela permet d'obtenir cette étonnante structure, un peu comme un donut, qui n'a plus de début ni de fin, un TOR. Ce circuit fermé est bien, mais pas suffisant. Pour faire tourner le plasma en boucle sans issue, il ne doit pas toucher les parois. Pour ça, on va créer un mur invisible. D'abord, on vide la machine de presque toute molécule d'air pour obtenir un vide quasi spatial. On injecte ensuite du gaz de deutérium. Le problème, c'est que pour le moment, on ne le contrôle absolument pas. Il va partout dans la machine et touche les parois. Mais on va quand même le faire chauffer à des millions de degrés. Pour ça, on utilise des micro-ondes. Vraiment le même principe que dans un four à micro-ondes, juste en énormément bien plus puissant. Et c'est là que ça devient étrange. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'en chauffant un gaz, il devient un plasma. C'est pile ce qui se passe ici. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un plasma est sensible au champ magnétique. Et ça, c'est parfait, car si autour du TOR, on répartit suffisamment de bobines supraconductrices, disposées un peu comme des quartiers d'orange, on arrive à générer un champ magnétique permanent qui va littéralement faire flotter le plasma. Le plasma sera confiné grâce à ce mur invisible de champ magnétique et de vide. C'est exactement pour ça qu'on a développé les tokamaks. Même si d'autres façons de faire de la fusion existent, le principe du tokamak est actuellement le plus avancé. C'est celui qui a été choisi tant pour West que surtout pour ITER, le grand projet international en construction juste à côté. Mais même si en théorie, un tokamak doit permettre de maintenir très longtemps un plasma en le faisant flotter, comme à chaque fois, c'est un peu plus compliqué. Alors ceci, c'est une coupe d'un tokamak. Une coupe dans cette direction-là. Et ce qu'on voit qui brille, en fait, c'est ce qui représente le plasma, sa forme, à quoi il ressemble. Ça, c'est vraiment un plasma de West, donc le tokamak West qui est à côté. Et c'est vraiment à peu près échelle 1 de sa taille réelle. Oui. Là, vous voyez bel et bien le plasma de West à l'échelle 1. C'est sa taille réelle. Vous remarquez des cercles qui sont concentriques, comme ceci. C'est dans ces régions que l'on va être le plus chaud et le plus dense. C'est là qu'a lieu la fusion qui nous intéresse. Mais on voit aussi que, contrairement à ce que je vous ai laissé penser juste avant, le plasma ne flotte pas tout sagement dans la machine. On est obligé d'avoir des zones d'interaction entre le plasma et les parois. On les voit ici. Et c'est assez problématique. Même si les bords du plasma ne sont pas aussi chauds qu'au centre, ces particules vont éroder la machine au niveau des zones de contact et produire de la poussière qui va venir polluer le plasma
voire même l'éteindre. Cette zone à risque du tokamak, où le plasma est le plus en interaction, c'est le divertor. Le divertor est un élément central dans tokamak, et on le verra bien quand je serai à l'intérieur tout à l'heure. D'ailleurs, sur West, au cas où ça ne serait pas clair pour vous, on ne produit pas d'électricité. Le but est d'expérimenter les plasmas, pour qu'on les comprenne au mieux, le jour où on tentera vraiment de faire de l'électricité avec. Pour le moment, on consomme même plus de puissance que ce que la fusion nous donne en sortie. Pour qu'une future centrale fusion puisse produire de l'électricité, il faut qu'elle ait les propriétés de plasma suffisantes pour que les réactions de fusion produisent plus de puissance que ce qu'on a mis dans le plasma pour le chauffer. Ça, cet état, pour l'instant, n'a pas encore été obtenu sur des machines de recherche et c'est l'objectif du projet international ITER. Donc WEST, c'est une installation de recherche. On est là pour essayer d'apprendre, de comprendre l'interaction entre le plasma et les matériaux. On sait d'ores et déjà que de toute façon, WEST est trop petit pour pouvoir produire plus de puissance par des réactions de fusion que ce qu'on en aurait mis pour chauffer le plasma. Et là, on n'a pas trop le choix. Les règles de la physique sont ce qu'elles sont. Le seul bouton qu'on ait, c'est de faire une machine plus grande. Un plasma surtout plus grand. Donc la puissance fusion va augmenter avec le volume du plasma. Et c'est pour ça que la machine internationale ITER est beaucoup plus grosse que West. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais sur West, on utilise seulement du deutérium et à une température jusqu'à 50 millions de degrés. Donc pas de tritium et très peu de fusion. Alors oui, vous allez me dire, mais comment on peut étudier la fusion si on n'en fait presque pas? C'est parce que le but de West est d'apprendre à maîtriser le plasma et s'assurer que les composants placés face à lui sont capables de supporter ces rayonnements sans dysfonctionner. Des réactions de fusion ont malgré tout lieu entre les noyaux de deutérium, formant également de l'hélium et des neutrons. Mais le choix de ne pas utiliser de tritium pour le moment est assez logique. Ça rend le tokamak West bien plus facile à exploiter. Dans les centrales, effectivement, on utilisera du tritium. Mais à partir du moment où on utilise du tritium, on est dans un environnement qui devient radioactif. Et donc, pour faire des expériences comme nous on fait, où on ouvre la machine, on va dedans, ouais, on fait des mesures directement, c'est pas très pratique. Okay. Au-delà du fait que le tritium, il n'y en a pas tellement. Et donc du coup, il faut mieux le concentrer sur des utilités, comme sur des centrales, que sur des machines expérimentales où on n'a pas forcément besoin de suite. West est un tokamak expérimental qui teste plein de trucs. Mais je suis d'accord, quand on est dans la salle du tokamak, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on ne voit pas notre donut. Il y a tellement d'appareils pour le faire fonctionner que le tokamak est caché, même si on voit parfois sa structure métallique à des endroits. Donc là, ce qu'on voit en gris, c'est la structure externe du tokamak qui est cachée par tout ça, qui sont toutes les machines qui servent à son bon fonctionnement. C'est assez logique de voir autant de choses autour du tokamak. La place est chère et chaque petit espace libre doit servir à y intégrer un instrument. Certains servent à faire des mesures, d'autres à chauffer le plasma, certains à recharger le plasma en combustible. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que, malgré tous ces systèmes ingénieux, les matériaux résistants, le confinement magnétique et la forme de Thor infini, on n'arrive toujours pas à maintenir un plasma de fusion plus que quelques minutes. Pour comprendre où ça bloque, il faut se rendre dans un autre endroit. L'endroit même qui était en effervescence pendant 22 minutes de folie. Le 12 février 2025, quand le record du monde de durée de maintien d'un plasma de fusion s'est produit. On va le perdre plus tard. Nous sommes le 12 février 2025. Chaque seconde qui s'écoule repousse les limites de la science. Alors que les scientifiques se bousculent dans la salle de contrôle, dans le tokamak, un plasma à plusieurs millions de degrés se bat pour survivre plus que tout autre plasma ne l'a fait jusque-là. West vient de rentrer dans l'histoire de la fusion. 22 minutes et 17 secondes. C'est le nouveau record du monde. Mais retour au présent. Allez, suis-moi. Merci. Donc, ici, on est dans la salle de contrôle de West. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans cette salle de contrôle parce qu'on est dans une période où la machine est en arrêt. Et oui, si aujourd'hui on peut visiter West, jusqu'à même rentrer dedans, c'est parce qu'il est en période de maintenance.
Dans la salle de contrôle, les scientifiques ont accès en direct sur des écrans à tous les paramètres du plasma. C'est impressionnant de voir la quantité d'écrans et d'ordinateurs dans cette salle. Quand il y a du monde dans cette salle de contrôle, il y a beaucoup plus de monde. On voit qu'il y a beaucoup de postes qui sont autour de eux parce que chacun, on va dire, a son poste. C'est un petit peu comme une salle de contrôle de lancement de fusée. Chacun a son poste particulier. Les scientifiques réalisent plein d'expériences plasma de paramètres et de durées différents en fonction de leurs recherches. On peut en faire 20 à 30 par jour. Je vous rassure, tous n'ont pas pour but de durer 20 minutes. La plupart des tirs de plasma sont bien plus courts. Là, on en voit d'ailleurs un à l'écran devant moi. Pour vous expliquer, ce qu'on voit là, c'est une tranche de l'intérieur du tokamak avec le plasma en activité. Si on arrive à le voir, grâce à des caméras situées à l'intérieur même du tokamak, c'est parce que le plasma émet de la lumière, tout comme le plasma du soleil nous éclaire. Donc là, la vidéo qu'on voit sur l'écran représente ce qui se passe quand on fait un plasma. On voit vraiment ça, cette forme un peu fantomatique, bleutée, rouge, c'est finalement le bord du plasma. Le plasma rayonne de la lumière visible quand il est froid. À l'intérieur du plasma, là où ça va être de plus en plus chaud, là le plasma va émettre de la lumière, mais pas dans le domaine visible, dans des fréquences supérieures, donc ultraviolet, X, etc. Et donc nos yeux, ça marche pas, il faut des capteurs spécifiques pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du plasma. Donc là, ce qu'on voit, ça représente un petit peu où est le contour du plasma. Ah, et si comme moi, vous vous demandez comment une caméra peut survivre à côté d'un plasma aussi chaud, on va voir ça tout à l'heure. En plus de faire ces belles images très colorées, l'analyse des images, et notamment de l'infrarouge, est très importante, car en fonction de l'émission de lumière du plasma, on peut en déduire sa température et sa position sans le toucher, permettant aux scientifiques de le contrôler en permanence, pour le maintenir le plus longtemps possible. Mais tout ça ne nous donne pas la réponse. Pourquoi, malgré tous ces systèmes de contrôle complexes, et les technologies de pointe qu'on nous a présentées, reste-t-on plafonné à 22 minutes et 17 secondes? Qu'est-ce qui a bloqué le jour du record du monde? Où est le problème? Comment augmenter sa durée pour aller encore plus loin? Je crois que pour avoir la réponse, le moment est venu de rentrer dans le tokamak même. Il y a 3 casiers en bas là. Entrer dans l'enceinte à vide du tokamak demande de respecter un protocole strict. Comme on l'a vu, West n'est pas très radioactif, mais il faut protéger la machine. Son plasma est très sensible à la pollution. Toute contamination de l'enceinte à vide par des polluants extérieurs, tels des poussières, aurait des conséquences désastreuses. Donc maintenant je vais rentrer dans l'enceinte à vide du tokamak West. Bonjour Gauthier, bienvenue dans l'enceinte à vide du tokamak West. Donc, je m'appelle Jérôme Bucalossi et je suis responsable de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA. Donc on est dans le cœur du tokamak, donc c'est ici qu'on va réaliser les plasmas et amener l'hydrogène à des températures pour qu'il puisse fusionner. C'est quand même fou d'être enfin à l'intérieur. Bon, l'endroit est assez exigu, car normalement il accueille un plasma, et pas des youtubeurs. Même si West est le second plus grand tokamak supraconducteur au monde, le déplacement dans son enceinte est assez sportif et périlleux. Dites-vous que si je marche sur le divertor en tungstène, qui est juste ici,
À 10 cm de moi, j'abîme potentiellement des millions d'euros. Autant dire que je me déplace le plus doucement possible. Le volume de la chambre est de 25 mètres cubes. En comparaison, ITER sera 30 fois plus grand. Une taille indispensable pour générer et maintenir un plasma à une température suffisante pour produire des réactions de fusion intéressantes. Donc là, ici, dans cette machine, on arrive à 50 millions au cœur. Et dans ITER, comme la largeur est beaucoup plus grande, au bord, on part toujours de la température des composants. Et dans ITER, on arrivera à 150 millions, qui est la température idéale pour la fusion. Donc, si on comprend bien, dans WEST, on a le cœur du plasma, qui est là, à 50 millions de degrés. Et les matériaux sur les bords, ici, qui eux ne peuvent pas résister à ces températures et doivent impérativement rester bien plus froids. Mais quels matériaux a-t-on choisi pour contenir le plasma? Donc quand c'est loin du plasma, on met de l'inox parce que c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser et à fabriquer, etc. Tout ça, c'est de l'acier inoxydable. Après, tout ce qui va interagir direct, c'est en tungstène. Donc ça, c'est du cuivre avec un coating tungstène, un dépôt de tungstène dessus. Ça, c'est du tungstène massif. Ça, pareil, c'est du cuivre avec un dépôt de tungstène. D'ailleurs, vous pouvez voir que le dépôt dans cette partie, il a commencé à se dégrader fortement. Oui, car la dégradation des matériaux est un vrai problème. Et c'est pour ça que les zones les plus en contact avec le plasma sont déjà en tungstène, le métal le plus résistant à la chaleur au monde. Donc, c'est le matériau qui sera choisi pour ITER. Mais si le plasma s'écrase dessus, il ne résistera quand même pas, et des systèmes de protection sont mis en place. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle un limiteur qui protège si le plasma va vers là, qui évite de toucher l'inox. Et lui aussi, il est en tungstène. D'ailleurs, on peut voir qu'il a souffert copieusement. Il y a le tungstène qui est rentré en fusion. Voilà, le tungstène qui est entré en fusion, on rappelle, il fusionne à partir de plus de 3000 degrés. Et là, il suffit de quelques secondes, même pas une fraction de seconde de plasma dessus pour le faire fondre. Le gradient de température est vraiment difficile à maîtriser, car le plasma est extrêmement chaud, même sur ses bords. Mais même au bord, le plasma est quand même à plusieurs milliers de degrés. Ouais. Même à plusieurs centaines de milliers de degrés, même au bord. Donc nous, en fait, ce qui va limiter le chauffage du plasma parfois, c'est la température sur ce composant. Parce qu'au-delà, ça va arrêter le plasma naturellement. À partir du moment où le composant commence à fondre, c'est fini. Ok. Donc jusqu'à 2000, on peut monter même jusqu'à 2000 degrés, mais derrière, on a de l'eau. Ici, vous voyez tous ces tubes-là et tout ce qu'il y a derrière, la structure, il y a de l'eau qui circule à haute pression et à forte vitesse pour pouvoir évacuer la chaleur au fur et à mesure et maintenir une température acceptable. Et en revanche, ici, on envoie le maximum de puissance pour chauffer le plasma très très fort. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à avoir à la fois garder 1000 degrés ici et monter le cœur le plus haut possible pour arriver aux températures de fusion. Ouais. Donc on a un gradient de température très très fort entre le cœur et le bord. Si on comprend bien, le défi, c'est à la fois d'injecter énormément de chaleur pour permettre au plasma de réaliser la fusion, mais en même temps d'évacuer cette chaleur pour permettre aux matériaux de résister. Donc ça, c'est les outils de chauffage. Ça fait partie des gros... La plupart des ports, des fenêtres d'accès à la machine sont utilisées par des systèmes de chauffage. Mais le problème, c'est que même le système de chauffage, les antennes micro-ondes par exemple, chauffent parfois un peu trop. Et on peut voir que là aussi, le tungstène a un peu fondu sur les échauffements. En fonction de la position du plasma, si le plasma se rapproche trop près d'antenne, ça a des interactions assez néfastes, on peut voir. Et donc pour protéger ça, on a un endoscope qu'on peut voir ici. Et cet endoscope, il a une ligne de visée ici qui regarde ce miroir, qui lui donne l'image de cette antenne. Et là, on peut voir, si vous voulez en face, on peut voir parfaitement l'antenne dans le miroir. Ces systèmes de mesure transmettent en direct les données à la salle de contrôle, permettant aux scientifiques de contrôler du mieux possible le plasma. Ah oui, je vous avais parlé tout à l'heure des caméras qui filmaient le record du monde. Eh bien, elles sont juste ici. Donc là, on peut voir plusieurs dispositifs de mesure. Vous voyez tous ces endoscopes là qui pénètrent. Là, les capuchons plastiques qui protègent les optiques. Okay. Mais globalement, c'est des caméras qui regardent en diverses longueurs d'onde, soit dans le visible, soit dans l'ultraviolet, soit dans le gamme des X. En plus de ces caméras-là, qui restent à distance du plasma, des sondes doivent aller plus au contact. Et ces deux ronds là aussi, ça c'est des sondes. C'est ce qu'on appelle les sondes pivert. Comme elles ne peuvent pas rester dans le plasma, sinon elles fondent immédiatement. Elles font juste comme un pivert. Elles font juste une petite sortie, clac, et pendant qu'elles sortent, hop, on mesure rapidement les caractéristiques du plasma et elles rentrent à l'abri. Et les sondes sont réparties partout dans la machine, même au plafond. Donc là c'est pareil, c'est piloté et en quelques centaines de millisecondes, elles descendent et elles remontent très vite. Donc là on en a brûlé, on en a détruit pas mal parce qu'il faut que le truc marche bien, qu'on sache où est le plasma, parce que c'est pareil, le plasma on le reconstruit
par des codes. Donc on imagine qu'il est ici, que la frontière est ici, et quand on fait plonger la sonde, on l'arrête à l'endroit où on calcule la frontière. Mais évidemment, il y a quelques incertitudes, et suivant les calculs, des fois on croit qu'on est en bordure du plasma, on est un peu dedans, et la sonde n'aime pas. On constate qu'il est extrêmement difficile de maîtriser un plasma de fusion. Sauf que pour produire de l'électricité, il faudra qu'il dure quasi indéfiniment. Alors que là, le record du monde s'est arrêté à 1337 secondes. Est-ce que c'est une limite infranchissable? Déjà, non. Ce n'est pas la chaleur extrême qui a fait fondre les parois. Sur ce paramètre, le plasma aurait pu durer bien plus longtemps. En fait, le problème ne vient même pas de l'intérieur de la machine, mais de certains éléments branchés tout autour. À ce stade, on est capable de le maintenir assez longtemps. C'est plutôt des problèmes techniques qui peuvent bloquer, parce que les systèmes n'ont pas été dimensionnés pour aussi au départ, puisque c'est quand même une machine expérimentale, pas industrielle. Et ça, c'est une super nouvelle, car ça signifie que la limite actuelle de durée d'un plasma n'est pas du tout infranchissable, mais surtout liée au cahier des charges des composants spécifiques à West. Lors de sa construction, l'intérieur de la machine allait très bien après le record du monde. Avec de nouvelles pièces prévues pour des limites opérationnelles plus longues, la durée augmentera probablement bien au-delà du record actuel. Le divertor, lui, il a une techno optimale, c'est la technologie ITER, ce qu'on dit, c'est-à-dire vraiment du tungstène massif, on ne peut pas faire mieux pour extraire la chaleur. Maintenant, les autres composants qui sont plus anciens, ceux-là, ils bloquent un petit peu les pulses. Il y a un projet d'améliorer, pas le divertor, mais tous les composants first wall pour pouvoir monter le niveau de puissance pour avoir des températures dans le plasma plus élevées. Vous voyez que plein d'éléments sont prévus d'être changés sur West pour faire des plasmas plus longs. On repoussera encore les limites du record du monde. Mais le problème, c'est que même en augmentant la durée d'un plasma, on ne produira toujours pas un plasma en continu. Au vu de l'état actuel des avancements technologiques, quand est-ce que la fusion sera vraiment disponible? Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Le développement de la fusion est bien avancé, mais on est encore loin de son utilisation à grande échelle. On l'a vu, les fusions dans West consomment bien plus d'énergie qu'elles n'en rapportent. ITER, qui arrive dans moins de 10 ans, sera vraiment le projet décisif de cette nouvelle technologie, avec un objectif de réaliser une fusion rapportant 10 fois plus de puissance en sortie que la puissance injectée dans la machine. C'est prometteur, mais ITER restera toujours une machine expérimentale, ayant pour principal but d'engranger le maximum de connaissances scientifiques pour les pays participants. Ce n'est toujours pas la centrale à fusion que l'on attend. À quelle date peut-on envisager de façon réaliste une telle centrale de production d'électricité? C'est une réponse compliquée parce qu'en fait on ne peut pas avoir de réponse, on n'a pas de boule de cristal, ça va dépendre des financements qu'on met sur la recherche, sur la fabrication de prototypes, ça va dépendre de l'économie qu'on aura derrière, à quel prix sera l'électricité dans 50 ans. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas d'électricité avec la fusion demain, ni dans 10 ans. Maintenant, quand on l'aura, on sera certainement bien content d'avoir cette possibilité. Même si la fusion est une énergie bas carbone impressionnante, elle ne sauvera pas à court terme la planète du réchauffement climatique. Tout simplement car niveau délai, ce n'est pas jouable. Pour autant, elle reste indispensable à développer. Car la fusion, c'est comme un cadeau à transmettre. Un cadeau pour les humains qu'on ne connaît pas encore, ceux de la fin du XXIe siècle. Pouvoir leur dire que les générations du passé ont développé pour eux la fusion nucléaire. Une énergie fiable, puissante et décarbonée, pour qu'ils puissent l'intégrer dans le mix énergétique des sociétés du futur et sortir définitivement de toutes les énergies carbonées utilisées actuellement. C'est réellement un projet à long terme et c'est ce qui rend la fusion fascinante. Voir tous ces scientifiques se lever chaque matin pour créer, tout en sachant que de leur vivant, ils ne la verront peut-être jamais en fonctionnement, l'une des technologies les plus importantes que les humains d'aujourd'hui transmettront à ceux du futur. On vous a fourni un travail de fou furieux avec PA pour cette vidéo. Et c'est que le début, car les prochaines vidéos seront tout aussi travaillées. Votre like et votre abonnement sont vraiment très importants pour soutenir ce genre de projet. Et on souhaiterait dire un immense merci à Céline, Sylvie, Virginie, mais aussi Jérôme, Julien, Emmanuel et Léonore du CEA pour leur accueil et leur aide pour la vidéo.